comparaître devant Dieu. Il est encore temps de confesser vos fautes. Continue, nous allons étouffer avant que vos Templiers ne brûlent. Taisez-vous, Louis. Honte! Honte! Vous voyez des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit! Maudit! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de mon race! Maudit! Maudit! Ah! Alors, mon frère, voilà content, je pense. Non, je ne suis pas content. J'ai commis une erreur. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. Conclusion. Il est clair, en toute franchise, que de nombreux documents anciens concernant rituels, statuts, cours et autres sont intentionnellement gardés discrètement dans nos archives, le but étant seulement de faire connaître l'existence des frères aînés de la Rose-Croix en apportant les preuves de son existence et de sa mission spirituelle et sociale. Nous pensons qu'il est plus utile d'approfondir la connaissance de quelques points inconnus des non-initiés en utilisant les écrits des spécialistes sur le sujet. La rose qui figure dans l'héraldique des frères aînés de la Rose-Croix symbolise, comme indiqué dans l'article 11 de la règle de 1317,
la première rose d'or bénie par Innocent IV est donnée à l'un des clercs de l'ordre de Lyon de Saint-Just, un parent âgé d'un chapelain templier. Dans le livre d'origine des cardinaux du Saint-Siège de 1670, à la page 78, il est rapporté: le pape Innocent IV fut le premier à bénir les roses d'or pour les offrir à ses amis à la manière des anciens panégyriques. C'est à Lyon que cela commencera et que cela le donnera aux chanoines de Saint-Just. Le tympan de l'église du XIIe siècle reproduit parfaitement en trois symboles choisis par la F.A.R plus C, la rose, la croix et l'Agnus Dei, comme indiqué à l'article 11 du règlement. Une autre demande précise indiquée dans le règlement à l'article 12 rappelle que chaque empereur pourra faire son propre blason d'armoirie contenant le pélican, le lion-cœur de Ricardo ou l'Agnus Dei. Le lion du roi Richard, parce qu'il croisé et initié, on trouve dans son sceau le soleil, la lune et le glaive, à savoir sulfure, mercure et sel. Dans le livre L'occultisme et la franc-maçonnerie écossaise de R. Le Forestier, on peut lire: la fondation de la franc-maçonnerie a été attribuée à Pierre l'Ermite, qui en avait exécuté le plan en 1096. La société fut définitivement organisée au cours de la deuxième croisade par Richard Cœur de Lion, Louis VII de France et Léopold d'Autriche. Richard, prince très instruit et vaillant, avait rédigé les rituels de réception des apprentis et des compagnons qui auraient été commencés au pied de l'autel. L'ordre maçonnique était à l'origine d'un ordre chevaleresque, une branche de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et de Saint-Lazare. Après la défaite de la croisade, Richard, qui devait sa liberté exclusivement à la franc-maçonnerie, s'était jappé grâce au zèle et à la constance du fidèle franc-maçon Raymond. Elle se laissa séduire par la fidélité de ses membres écossais qui l'introduisirent officiellement en Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. J.M. Prosby-Radbem a écrit dans son ouvrage Les mystères des Templiers que l'ordre des Templiers disposait aussi d'une flotte considérable. N'oublions pas que c'est sur l'un de ces navires que Richard Cœur de Lion a réussi à regagner l'Europe. Ceci explique pourquoi Richard le Lion se trouvait dans les armoiries des frères aînés anciens Templiers. Dans Atlantis numéro 235, page 258, sous la signature X, nous faisons référence au F.A.R plus C. L'un des empereurs le démontre lorsqu'il crée des groupes secrets d'ordre rosicrucien. Notre ordre, depuis 1961, répondit à tous ceux qui ont fait appel à nos enseignements et a non seulement admis tous ceux désireux de s'instruire, n'a jamais cherché à savoir si leurs disciples étaient blancs ou noirs, chrétiens ou d'une autre confession. Le seul critère requis est de vouloir entrer dans cette philosophie qui est l'alchimie, gratuitement. Seule une promesse est requise, celle de ne pas divulguer la connaissance aux non-initiés. Aujourd'hui, tous les documents relatifs à ce sujet sont retournés en Inde, dans un endroit sûr, d'où ils ne sortiront probablement plus. En tout cas, pas avant la fin de la production de Saint Malachie. Nous en venons maintenant à traiter un autre sujet, les pélicanos. Comme nous l'avons toujours vu, les Templiers en exil à Londres ont eu l'idée de créer une église templière, mieux vaut dire une église sans pape, et c'est pourquoi ils avaient utilisé une croix superposée au pélican, celui d'un cardinal, pour préciser que pour eux l'église s'arrêtait au cardinal. Nous savons aussi comment Jean 22 a contourné la difficulté de supprimer ce symbolisme. Le pélican était connu en Angleterre, comme le confirment Geneviève d'Aucourt et Georges Durival dans l'ouvrage Le Blason. Collection que sais-je, le pélican se fait la poitrine pour nourrir ses petits avec son sang, comme dans les légendes anciennes.
Ces gouttes de sang sont appelées sa pitié. Les représentations des armoiries anglaises d'armes montrent l'oiseau les ailes ouvertes. En ce qui concerne le nombre de ces petits dans le nez, dans l'Atlantide numéro 235 à la page 235 et à la page 246, on trouve le dessin d'un pélican aux ailes vertes avec 7 petits dans le nez. Le nombre de petits varie souvent dans les armoiries de Michel Meyer. On en trouve 6. Il était rosicrucien et alchimiste, mais pas frère aîné. Notre ordre a toujours adopté les 3, car chimiquement parlant, il ne peut y avoir que 3, qui représentent le sel, le soufre et le mercure. Dans une seule mine, il n'y d'eau. Ensuite, comme les 3 petits oiseaux dans leur nez, ils reçoivent le sang de leur père et le symbolisent le grain coloré contenant les 3 composants. Ceci explique la raison qu'ils n'ont besoin que de 3 pour illustrer cette phrase. Nous savons que grâce au nombre, nous pouvons tout expliquer. Avec 2 petits oiseaux qui nous pourrions désigner le corps androgyne. Avec les 4 éléments contenus dans le sel et avec 5, nous indiquerons la quintessence. Toutes les représentations qui n'ont que 3 petits sont incorrectes et erronées. Les grands maîtres templiers n'aimaient pas le changement. On se souvient de ce qu'il disait J. du Chausseuil. Les chevaliers hauts du temple, ou du moins ceux des hauts grades, étaient des alchimistes. Atlantis, numéro 216, page 289. C'est pour cette raison que Guidon de Montanor, qui a commencé à se réfugier dans la commanderie de Londres, puis en Écosse, décidant avec Gaston de la Pierre Phobos de fonder la confrérie des frères aînés. Les guides itinérants de l'ordre sont toujours vigilants. Une chose à retenir, par exemple, de l'ordre de Malte, nous trouvons comme grand maître de nombreux membres de la famille des Pins, de Cotoner et de Pérolos. Examinons comment les F.A.R plus C sont beaucoup plus tard. Ils se sont mêlés à la vie de la franc-maçonnerie. Dans Templier et Rose-Croix de Ambelin, on peut lire aux pages 45 et 46 la voie choisie par Ashmole et ses amis était très simple. Les R plus C anglais avaient pénétré dans la franc-maçonnerie opérative. En un rien de temps, les rosicruciens anglais multiplièrent les affiliés spéculatifs, entre guillemets, dans le giron de la franc-maçonnerie opérative. Élie Ashmole, né le 23 mai 1617, mort le 18 mai 1692, commissionnaire du roi Charles Ier, fut reçu dans la Rosae Cursis en 1644. 42 ans plus tard, la pénétration rosicrucienne dans la franc-maçonnerie anglaise a eu lieu. Nous rappelons que, réfugiés en Écosse, les fondateurs de notre ordre fréquentaient certains cercles templiers qui avaient déjà donné naissance en 1307 à la nouvelle constitution de leur ordre. C'est à ce moment précis que l'idée de ce qui va devenir la constitution de l'ordre est née. De ce qui sera plus tard prend vie dans la franc-maçonnerie écossaise. Dans nos archives indiennes de la Junta, on trouve de nombreux textes primitifs traitant des degrés écossais. La sublime philosophie est une petite merveille. Le statut des chevaliers anglais de l'Orient de Rouen en 1777 est révélateur, comme c'est le cas de l'abrégé historique de la maçonnerie confirmée aux loges anglaises. La maçonnerie écossaise est extrêmement proche de la F.A.R plus C, tant au niveau de la philosophie, du rituel, de l'alphabet secret et de l'histoire. Il y a toujours un parallélisme à partir de l'île de Mull. Néanmoins, dès le départ, la mission est différente. Le goût de l'alchimie domine clairement chez la plupart des membres et c'est la raison pour laquelle l'ordine a toujours répondu avec joie aux frères maçons écossais, dont l'idéal primitif était si semblable au sien. À la suite de la F.A.R plus C, toutes ces confréries s'infiltreront. Toutes les obédiences maçonniques, martinistes ou autres
pour le choix de ses successeurs, réunissant l'élite susceptible de persévérer dans leur œuvre. Charles Edward Stuart, tel que rapporté dans Anne Boleyn dans Templier d'Or et Rose-Croix, a affirmé qu'il n'a jamais été franc-maçon, malgré un vif désir de l'être. Son père le lui avait interdit, mais c'était un jeu de mots. À cette époque, la maçonnerie symbolique était celle des apprentis, des compagnons et des maîtres. Et les hauts degrés dits chevaleresques, c'est pourquoi le prétendant utilisait une forme jésuitique, entre guillemets, pour atténuer la vérité. La déclaration d'Édouard 1780, déclaration du duc de Sudermanie, était un double sens, comme le confirme Albert Lantoine. Charles-Édouard fait des fréquents séjours au château de Bouillon, où Charles Godefroy, duc de Bouillon, et son ami, le duc de Rohan, formaient le célèbre et mystérieux Grand Orient de Bouillon. Le diplôme, qui date de 1760, porte le nom de Stuart Charles Édouard, ainsi que ceux du prince Camille de Rohan et de Louis l'Antelme Chassalier, notre 45e empereur, suivant la règle de l'ordre. Donc, je vais lire les règles de l'ordre des frères aînés de la Rose-Croix, article 1. Premièrement, nous statuons que s'il arrive pour l'avenir que les statuts suivants aient besoin de quelques corrections ou réformes, ou s'il semble profitable d'en faire de nouveau, on le proposera au Conseil, et sur de telles propositions délibérera au Conseil suivant, et ce qui aura été délibéré sera reporté au supérieur impérateur résident en la présente ville pour être par lui approuvé, si bon lui semble, et de son autorité, la publication et l'observation en sera commandée, ou s'il semble plus à propos au Conseil, selon élus 4, deux desquels seront docteurs en alchimie. Article 2. Et les dits réformateurs et compositeurs jureront entre les mains du dit Seigneur de procéder en la dite réformation et composition fidèlement et d'avoir égard au seul profit et utilité du public. Article 3. C'est quoi ça? Pour que ces statuts pourraient être à l'avenir abrogés par usage ou coutume contraire. À cette cause, nous statuons que contre ces statuts, on ne puisse jamais alléguer contraire usage, coutume ou prescription, même excédant, toute mémoire d'homme. Article 4. Et à la fin de tels statuts soit notoire à chacun. Le dit empereur les fera publier par toutes et chacune des cours et observer violablement à tous.